Euh, juste quelques petits rappels avant de débuter le cadre de la présentation. Le webinaire d'aujourd'hui est tiré du document qui a été publié par Livre Canada Books et qui a été rédigé par Brian O'Leary, qui donnait la même conférence, mais en anglais, si je ne me trompe, lundi dernier, qui s'intitule « Les droits territoriaux à l'ère du numérique, guide à l'intention des éditeurs canadiens ». Alors, je vous invite à vous en procurer un exemplaire. C'est un document qui peut certainement nourrir votre réflexion à propos des droits territoriaux à l'ère du numérique. Alors, quant aux objectifs du webinaire, alors, le premier, il est, sans nul doute, de déterminer si les territoires et les frontières traditionnelles demeurent pertinents à l'ère du numérique. Je dis déterminer, mais je devrais peut-être plutôt dire réfléchir à la question parce que les innovations dans le domaine du numérique sont nombreuses, pour le moins, et sont rapides. Et ça nous amène à nous adapter, à nous ajuster, là, aussi souvent que faire se peut. Le deuxième objectif, il est de contextualiser le sujet au regard de la réalité des éditeurs francophones du Canada. Je dis ça parce que le document de M. O'Leary, qui est tout à fait pertinent, a été quand même monté avec la trame de fond du marché anglophone, puisque ce sont là que les données sont les plus proches du marché, si vous voulez. Aujourd'hui, on va apporter certaines nuances par rapport au marché anglophone, ou plutôt par rapport au marché francophone dans lequel nous vivons. Le troisième objectif, lui, est d'arrimer les enjeux et les défis des droits territoriaux à vos préoccupations. Et à cet égard, je vous rappelle qu'il y aura une période d'environ 1 heure à la fin de la présentation qui est prévue. Et je vous incite à prendre des notes tout au long de la présentation, des questions que la présentation soulèvera chez vous, et de ne pas hésiter à nous poser la question, on est là pour ça. Et peut-être qu'il y a aussi des éléments que je n'aurai pas abordés dans la présentation et que vous souhaiterez soulever à la fin de la présentation. Alors, je vous propose le plan de la séance suivant. Dans un premier temps, on va tenter de définir ou de circonscrire les droits territoriaux dans le domaine de l'édition. Je ne m'y attendrai pas longtemps parce que la plupart d'entre vous êtes très à l'aise avec ce sujet, mais il me semblait tout à fait logique toutefois de commencer par certains éléments de base. Dans un deuxième temps, je vais aborder les tendances du marché en matière de livres électroniques. Alors ici, il ne s'agit pas de dresser une liste exhaustive des tendances du marché, mais bel et bien d'en faire émerger les principales, tout ça dans le but de contextualiser le marché dans lequel on est en train de réfléchir. Dans un troisième temps, on va aborder les enjeux actuels et futurs en matière de droits territoriaux numériques, c'est-à-dire que les tendances actuelles du marché nous font émerger certains enjeux, et ces enjeux-là, on va là aussi en identifier les principaux. Ce ne sera pas évidemment, il ne s'agira pas évidemment d'une liste exhaustive là non plus. Dans un quatrième temps, et là, c'est probablement la section qui constituera probablement celle qui vous intéressera davantage, c'est-à-dire qu'on va aborder les options en matière de droits territoriaux numériques. Quand je parle d'options, je parle de façon de faire. Comment on devrait aborder ça aujourd'hui. Ensuite, on va évidemment conclure. Et je vais y mettre certaines recommandations. Je vais aussi me positionner personnellement face au sujet. Mais je le dis tout de suite, les conclusions, les recommandations, les positions que je vais émettre aujourd'hui, elles sont le reflet du marché d'aujourd'hui. Et je le disais tout à l'heure, le marché évolue à une vitesse grand V. Si on refaisait le même webinaire l'année prochaine, peut-être que mes recommandations seraient tout autres. Alors, il faut garder ça à l'esprit. Et finalement, comme le disait Nicolas tout à l'heure, on terminera la séance par une période de questions d'environ 1 heure. Encore une fois, je vous invite à prendre des notes tout au long de la présentation.
Alors, on y va, sans plus tarder. Pardon. Donc, dans un premier temps, je voulais aborder, comme je le disais, les droits territoriaux, certaines notions de base, la notion de droit, la fameuse licence de publication. Souvent, on a tendance à dire que c'est lorsqu'on accorde une licence, on le fait de façon exclusive. C'est pas tout à fait vrai. Je vais vous donner un exemple tout bête. Lorsque vous allez en France, vous pouvez retrouver la même œuvre dans le format de son édition originale. Vous pouvez la retrouver dans son édition au format poche, et chez un autre éditeur, évidemment. Vous pouvez la retrouver dans son édition club, chez François Zir, et vous pouvez même la retrouver dans une édition dite de reprint, donc de réimpression, si je traduis bêtement, et donc dans une édition qui réplique le format, l'édition originale, mais à un prix moindre, ce que Maxilive faisait avant sa fermeture, sa faillite. Donc, gardons ça à l'esprit, l'exclusivité n'est pas tout à fait complète lorsqu'on accorde des licences. La licence de publication fait référence à 5 éléments qui sont majeurs. Ce ne sont pas tous les éléments, mais disons que dans toute entente de licence, dans tout contrat de droit, vous allez retrouver ces 5 éléments principaux-là. Gardez ça à l'esprit tout au long de la présentation, parce que je vais y référer à un moment ou à un autre. Donc, évidemment, l'œuvre, on définit toujours l'œuvre qui fait l'objet de la licence, donc de la permission de publication. Il y a toujours une durée qui est rattachée à cette entente, à cette licence. Peut-être déterminée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle peut être de 6 ans, peut-être de 5 ans, ou peut-être indéterminée, peut-être reliée à un certain niveau de stock ou à un certain niveau de vente, mais il y a toujours une durée quelconque qui fait partie de la licence. Il y a toujours un format ou des formats, c'est-à-dire qu'on peut céder une licence à un éditeur, la permission de publier dans tous les formats sur son territoire, ou on peut lui dire, on peut lui octroyer le droit de publier au format poche seulement, ou en grand format, ou en hardcover chez les anglophones, par exemple. Il y a toujours, évidemment, la redevance, c'est-à-dire qu'il y a une rétribution que l'éditeur original va recevoir. Évidemment, on l'explique, et c'est peut-être là où on met le plus de détails, souvent. Et finalement, la fameuse notion de territoire et de réseau, c'est-à-dire que lorsqu'on octroie une licence à un éditeur étranger ou à un partenaire étranger, on le fait toujours dans un territoire défini, et on peut aussi spécifier un réseau de distribution. Par exemple, on pourrait dire une licence au format poche en France pour le réseau de grande diffusion, par exemple. Plutôt rare, mais c'est un exemple. Ce qui m'amène à vous parler de la fameuse notion de territoire qui va nous occuper ici aujourd'hui. Il y a deux notions de territoire qui sont utilisées dans le domaine de l'édition en tout cas. Il y a le fameux territoire linguistique, c'est-à-dire c'est le cas où un éditeur cède à un autre éditeur la permission de publier dans une langue partout dans le monde. Le fameux exemple de la langue anglaise mondiale ou de la langue française mondiale ou de la langue espagnole mondiale. Et évidemment, le territoire qui, lui, est arbitraire, c'est-à-dire qui souvent correspond à un pays ou à certains territoires. Par exemple, la licence de publication en langue française au Canada ou la permission de publication en langue espagnole au Mexique. Alors, deux dimensions territoriales, si vous voulez. On n'a pas vraiment de données qui déterminent l'utilisation d'une ou de l'autre notion chez les éditeurs partout à travers la planète. Mais par expérience, on voit souvent les petits éditeurs céder leur licence en utilisant la notion de territoire linguistique. Alors que, à l'inverse, les gros éditeurs ont plutôt tendance à séparer les droits. Et donc, quand on dit séparer les droits, c'est-à-dire qu'on sépare les aires linguistiques en territoires nationaux.
Et donc, les gros éditeurs, que ce soit des packagers comme Dorling Kindersley ou Quarto ou Carlton, ou d'autres éditeurs qui sont davantage en littérature, vont séparer les droits de telle sorte que vous allez retrouver un éditeur qui a la langue espagnole pour l'Europe, d'autres qui ont et un autre, ou voire des autres qui auront la langue espagnole pour l'Amérique du Sud ou pour certains pays de l'Amérique latine, etc. Donc, c'est la notion de territoire là, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Évidemment, quand on parle de l'octroi de licence, on peut le regarder sous deux angles. C'est-à-dire que les paliers de gouvernement qui subventionnent ou qui aident les éditeurs à faire de l'exportation de livres le font souvent en fait, dans l'objectif d'un certain rayonnement culturel, un rayonnement de l'identité nationale à l'étranger. Alors que les entreprises, elles, c'est-à-dire vous là, qui êtes là aujourd'hui, vous le faites souvent dans un objectif plutôt économique. Et ça, c'est un simple rappel, je ne m'attendrai pas là-dessus, je veux dire, c'est du sens commun, comme diraient plusieurs, mais c'est important de le garder à l'esprit par rapport aux décisions qu'on s'apprête à prendre en matière de droits territoriaux à l'ère du numérique. La nature partenariale. Évidemment, céder une licence implique la présence d'un partenaire. On a souvent l'habitude de se faire imposer le partenaire ou en fait de choisir, entre guillemets, le partenaire qui s'intéresse à nos livres, alors qu'on devrait peut-être prendre la bonne habitude de faire des recherches et d'identifier le partenaire qui semble avoir une politique éditoriale qui se marie davantage à la nôtre, ou un partenaire qui correspond à notre politique de développement, ou qui publie dans des formats qui nous intéressent. Enfin, je ne m'attarde pas là-dessus, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais gardons ça également à l'esprit. Faire de la licence et donc procéder plutôt par l'octroi de licences pour développer les marchés internationaux, c'est aussi reconnaître de façon implicite la meilleure position de l'éditeur local pour exploiter les droits. C'est-à-dire qu'on se colle littéralement à l'expression ou au dicton « think globally, act locally », c'est-à-dire qu'on conçoit et on produit des œuvres qui peuvent avoir une portée internationale et donc qui peuvent intéresser des populations de cultures différentes et de langues différentes, mais on s'associe à des partenaires qui sont locaux, qui sont régionaux, qui sont installés, qui connaissent cette culture, qui connaissent cette langue et qui connaissent les réseaux et le marché en question. Et on s'associe à eux pour qu'ils exploitent l'œuvre pour nous, qu'ils représentent l'œuvre pour nous dans un marché donné. Alors, ça m'amène à vous parler, dans un deuxième temps, comme je l'abordais dans le plan de la séance, des tendances du marché. Je vais le faire en deux temps. Je commence par les tendances du marché francophone pour le numérique et je vais enchaîner avec les tendances du marché en général. Alors, au Québec et comme au Canada, malheureusement, les données statistiques sont d'une rareté, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a très, très peu de données statistiques. Peu de recherches sont réalisées et peu de données sont agrégées. Mais bon, j'ai fait mon travail, j'ai fait quelques recherches et je me suis fié à la plateforme collective. Je pense d'ailleurs qu'on a une représentante de chez Demarque, Mme Ouellette, si je me souviens bien, que je salue d'ailleurs, sur la plateforme collective de l'Association nationale des éditeurs de livres conjointement à Demarque. Il y a quelques données statistiques qui, par rapport à l'offre de livres numériques au Québec, nous donnent ces chiffres que vous voyez à l'écran. Il y aurait environ 10 000 publications de disponibles, dont 8 400 qui sont d'éditeurs québécois.
le tout représenté par 127 éditeurs, dont environ 108, là, si mon calcul était bon, 108 éditeurs du Québec. Malheureusement, on ne faisait pas la différence entre les éditeurs du Québec et les éditeurs francophones canadiens. Vous excuserez cette donnée que je n'ai pas. Et donc, vous voyez qu'on a environ donc, 10 000 publications disponibles en format numérique, et que là-dessus, c'est pas là-dessus, mais par rapport à environ 100 000 au format papier, que j'ai pas répertorié, mais que j'ai identifié à la BANQ, là, la Banque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, un ratio de 10 %. On a une offre de livres numériques au Québec qui est égale à environ 10 % de ce que nous offrons au format papier. En France, c'est à peu près la même situation. Il y aurait environ 60 000 titres disponibles au format numérique contre environ 650 000 au format papier. Il y en avait 22 000 sur Numilog en 2011. Ces données-là, les données du Québec viennent de la plateforme collective de Marc. Les données de la France viennent de l'étude de M. O'Leary, dont je parlais au début de la séance. Donc, on vient de voir l'offre. Maintenant, la demande de livres numériques. Alors ici aussi, là, au Québec, les statistiques sont rares. L'Observatoire de la culture des communications prévoit nous donner quelques données à partir de 2013-2014. Alors, on a beaucoup d'espoir là-dessus. Mais pour aujourd'hui, on a eu la chance de voir publier une étude du CEFRIO, dont je n'ai plus souvenir de ce que veut dire l'acronyme, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissez le CEFRIO. Et donc, en 2012, 12 % des adultes québécois auraient téléchargé un livre électronique. Ils étaient 8 % en 2011, 4 % en 2010. Donc, vous voyez une certaine progression qui est importante, mais ceci dit, qui commence déjà à s'essouffler. C'est-à-dire qu'on a doublé de 2010 à 2011, et de 2011 à 2012, on a une augmentation de 50 %. Mais bon, tout de même, c'est significatif. Et j'ai noté au passage que, parce qu'on a souvent l'impression que ceux qui lisent du livre numérique sont des jeunes, parce qu'ils sont plus friands de matériel électronique, et bien l'étude rappelait qu'il n'y avait pas de différence significative selon l'âge, c'est-à-dire que les lecteurs de livres numériques étaient de tous les groupes d'âge et dans des proportions similaires. En France, le marché du livre numérique représentait, selon le syndicat national des éditeurs, en 2011, oui, 1,8 % du marché. Au Québec, on n'a pas cette donnée-là, mais plusieurs estiment qu'on est en deçà de 5 %. On attend les données de l'Observatoire. Alors, évidemment, c'est une demande qui est en construction. À cet égard, on peut amener le fait qu'il y a une augmentation très importante de la vente d'appareils, des liseuses et des tablettes. Les chiffres sont impressionnants, je ne les ai pas malheureusement avec moi. Et donc, on peut penser que ceux qui auront acheté une liseuse procéderont vraisemblablement à l'achat de livres numériques. On peut aussi remarquer la mise en place de plusieurs nouvelles plateformes de vente et de prêt, notamment au Québec, la plateforme prêtnumérique.ca, qui a été développée, elle aussi, par Demarc, mais également d'autres plateformes de vente de livres numériques en ligne, que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, le fait qu'il y a de plus en plus de détaillants en ligne qui offrent du livre numérique et de plus en plus de liseuses achetées par les consommateurs, eh bien, on peut prévoir une augmentation certaine là, du marché du livre numérique au Québec, en tout cas. Et c'est d'ailleurs, c'est pas qu'au Québec, c'est d'ailleurs la même situation en France et, disons, dans la majorité des pays de l'Europe non anglophone, devrais-je dire. D'ailleurs, plusieurs pays ont fait l'objet d'une présentation de marché dans le guide de M. O'Leary. Je n'ai plus souvenir de l'ensemble des pays qui ont fait l'objet d'un traitement, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc là aussi, je vous invite à aller lire les statistiques des divers marchés.
Une autre tendance, là, vous voyez qu'on est passé dans les tendances du marché en général. L'une des tendances assez importantes, c'est la tendance à publier maintenant sans DRM, là, les fameux Digital Rights Management, et donc les espèces de procédés informatiques qui empêchent la copie ou qui empêchent de lire un fichier sur une liseuse plutôt qu'une autre ou sur une plateforme plutôt qu'une autre. Ça a tellement frustré les consommateurs que la tendance maintenant, elle est à publier sans DRM, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle les DRM sociaux. Et donc, un DRM social, c'est un DRM, finalement, c'est une notice qu'on publie à l'intérieur du livre à différents endroits, parfois à une certaine régularité, par exemple à tous les 20 pages, qui sensibilise finalement le lecteur à ne pas publier, non pas publier, mais à ne pas copier ou rendre disponible librement l'œuvre qu'il vient de se procurer. Une autre tendance générale dans le livre numérique, c'est la publication majoritairement en format homothétique. Alors ici, juste pour définir le terme homothétique, certains d'entre vous peuvent ne pas être familiers avec le terme. C'est le terme qui finalement est utilisé autant dans le milieu scientifique que dans le milieu professionnel pour désigner un livre au format numérique qui est en fait la réplique de son édition papier, par opposition au livre enrichi qui, lui, est un livre, en fait en anglais, si je me souviens bien, ils appellent ça le Enhanced Book, et donc un livre qui ferait l'objet d'un enrichissement par l'ajout de matériel sonore ou vidéo ou d'hyperliens, par exemple. Alors ça, le livre enrichi, il est vraiment à ses tout premiers pas. Certains éditeurs font des essais, ont adopté la technique d'essai-erreur. Je pense à Gallimard, d'ailleurs, dans l'album Jeunesse, qui a fait des bonnes choses et de moins bonnes choses. Mais donc, la tendance générale du marché, c'est de publier un livre numérique dans un format homothétique, et donc qui réplique son édition au format papier. L'autre tendance générale, c'est la problématique qui est persistante de l'interopérabilité des formats et des plateformes. C'est-à-dire que vous avez, ceux d'entre vous qui ont des liseuses et qui lisent en format numérique, il vous est certainement arrivé de faire l'acquisition, faire l'achat d'un livre sur une plateforme et de ne pas pouvoir le lire sur d'autres liseuses que celles que vous aviez achetées, ou il vous est peut-être aussi arrivé de rencontrer, en fait, de vouloir un livre qui n'est disponible que sur une plateforme, qui ne le rend disponible qu'en un format, que vous ne pouvez pas lire sur la liseuse que vous avez achetée. Enfin, vous voyez toute la problématique d'interopérabilité. C'est une problématique qui est persistante et en ce sens, ça reste une tendance. C'est malheureux parce qu'on devrait avoir une tendance inverse, c'est-à-dire la tendance à rendre les formats interopérables et donc homogènes. Ce serait le bon terme. Également, une autre tendance générale fait référence à la problématique, celle-là émergente, de la propriété du livre numérique. Alors, ceux qui suivent l'actualité du livre numérique se souviendront du débat relativement à Amazon, à l'effet que lorsque un consommateur achète un livre numérique sur Amazon pour son Kindle, finalement, il n'achète pas la propriété du fichier électronique, mais bel et bien l'accès à ce fichier électronique, ce qui est tout à fait différent. Et donc, c'est une problématique qui est émergente et qu'il faut aussi garder à l'esprit. Je ne sais pas où le marché se dirigera par rapport à cette question, mais j'imagine qu'elle sera réglée notamment lorsqu'on réglera le dossier du prêt en bibliothèque, du prêt de livres numériques en bibliothèque. Enfin, les pays où la demande est la plus forte en termes de livres électroniques, évidemment, sans surprise, ce sont les marchés anglophones, là où les majors tels que Google, Amazon ou Kobo ou d'autres sont installés. La Chine, évidemment, mais la Chine, ce n'est pas tant par la présence des majors que par la taille de sa population, tout simplement. Et le Japon, où là s'est développée une habitude complètement folle
de consommation de mangas sur les téléphones portables. Alors évidemment, ça constitue du livre numérique, c'est donc comptabilisé de la sorte. Quelques dernières tendances générales dans le marché du livre électronique, mais celles-ci qui concernent davantage notre thématique de ce jour. On cède actuellement les droits territoriaux numériques, et je dis bien actuellement, et je dis bien le plus souvent, parce que ce n'est pas dans tous les cas où on cède les droits territoriaux numériques de la façon dont je vais vous présenter, mais disons le plus souvent, on les cède à l'éditeur qui exploitera les droits au format papier. Aujourd'hui, c'est comme ça, le plus souvent. On les cède au format homothétique. Généralement, on ne permet pas, ou en tout cas, on n'aborde pas le livre enrichi comme un format dans lequel on permet à l'éditeur qui fait l'objet de la licence d'exploiter. On cède les droits territoriaux numériques pour une durée déterminée. Ceci dit, le droit de réversibilité des droits n'a plus sa raison d'être. Enfin, pas tous les contrats, mais plusieurs contrats par rapport à l'édition papier. Rappelez-vous, les droits deviennent réversibles une fois qu'il y a un certain niveau de stock qui est atteint. Dans le domaine du numérique, il n'y a pas de stock. Alors, évidemment, le droit de réversibilité n'a plus sa raison d'être. Et donc, je vous invite d'ailleurs à relire vos contrats de licence pour peaufiner cette notion-là en ce qui a trait au livre numérique. Mais donc, pour un livre numérique, en fait, on devrait soit arrimer la durée de la licence du livre électronique, du livre numérique, pardon, à celle de son édition papier, ou déterminer une durée dans le temps, c'est-à-dire on pourrait céder, par exemple, la licence pour le livre numérique pour une période de 2 ans, 5 ans, 7 ans. C'est assez arbitraire, c'est à vous de négocier avec vos partenaires. On cède toujours donc les droits territoriaux numériques en utilisant le modèle économique du papier, c'est-à-dire que les redevances sont applicables soit sur le prix public, soit sur les revenus nets de l'éditeur qui fait l'objet de la licence. Ceci dit, j'ai mis une petite note là à l'effet que le prix public du numérique est extrêmement variable selon les pays. Vous voyez par exemple les prix dérisoires dans le marché anglophone par rapport aux prix très élevés du marché francophone, par exemple, mais également du marché allemand. Le marché allemand, il me semble, octroie un rabais ou une diminution de prix sur son édition numérique qui représente à peine 10 ou 15 % par rapport à son édition papier. Alors que chez les francophones, on est plus à 25 %, alors que chez les anglophones, on est à plus de 50 %. Et donc, lorsque vous établissez la redevance sur l'édition numérique, il faut garder ça à l'esprit. Les taux de redevance varient, évidemment. Ils varient déjà dans l'édition papier, ils varient de toute évidence pour l'édition numérique. Mais il semble qu'il y ait 2 formules qui soient utilisées le plus souvent pour le livre numérique. C'est soit la réplique du format papier, c'est-à-dire que si dans votre entente, vous exigez 8 % de redevance du prix public pour l'édition imprimée, pardon, vous allez exiger le même taux sur le prix public du livre numérique. Dans d'autres cas, les gens vont exiger en moyenne 25 % des revenus nets de l'éditeur pour l'édition numérique. Alors là, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de formule magique. Je pense que chaque cas est spécifique, chaque marché est spécifique. Et ça relève d'une négociation entre le partenaire et vous-même. On les cède les droits territoriaux numériques pour une publication simultanée à celle du format papier. C'est ce qui est le plus souvent utilisé aujourd'hui, contrairement, par exemple, le droit de publication au format poche, par exemple, ou les droits de reprint, les droits de réimpression, qu'on cède généralement qu'on permet de publier dans un délai qui est suffisant pour permettre à l'édition originale de faire ses frais.
l'avaloir qui est négocié lors de la vente du livre, de l'œuvre. La tendance, en fait, le plus souvent, on négocie un avaloir qui est global et donc qui inclut l'avaloir de l'édition papier et celui de l'édition numérique. C'est ce qui est le plus souvent aujourd'hui, le plus souvent pratiqué aujourd'hui. Toujours dans les tendances générales, j'en suis à la dernière section pour ces tendances. C'est plutôt une synthèse de ces tendances-là. Vous aurez remarqué que la tendance générale dans le domaine de l'édition numérique, elle est à répliquer complètement le modèle d'affaires de l'imprimé. Cette tendance-là, elle est très forte et on peut l'observer autant en distribution où les distributeurs de livres deviennent des agrégateurs. Au Québec, on pense à Prologue, par exemple, ou à ADP, ou même à Dimedia qui ont leur propre plateforme, leur propre entrepôt numérique. C'est la même situation également chez nos cousins en France, où les grands distributeurs ont développé des plateformes numériques. Oui, donc pas seulement chez les distributeurs, on le remarque également dans le traitement, en fait, dans le milieu des bibliothèques, ceux qui ont suivi le dossier, qui suivent le dossier actuellement au Québec, ce que la table interprofessionnelle a décidé de faire pour le prêt de livres numériques en bibliothèque, c'est complètement de répliquer le modèle de l'imprimé, de telle sorte que le consommateur qui emprunte un livre sur une plateforme, la plateforme de sa bibliothèque locale, ça fait en sorte que le livre n'est plus disponible au prêt pour d'autres personnes, ce qui est en principe un non-sens, mais ça démontre ici qu'il y a une certaine réplique là, du modèle d'affaires de l'imprimé. Ceci dit, dans le document de M. O'Leary, que vous aurez la chance de lire, ils ont réalisé une enquête qui démontrait que chez les éditeurs canadiens, si je ne me trompe, Nicolas, c'était auprès des éditeurs canadiens. Oui, l'étude, oui. La croyance que le numérique fera disparaître la pratique des cessions de droits territoriaux s'élève tout de même à 47 %. Alors, d'un côté, on voit qu'en pratique, on réplique le modèle de l'imprimé, et lorsqu'on fait un sondage, une enquête auprès des éditeurs, on nous dit qu'il y en a à peu près la moitié, finalement, qui pensent que le numérique va complètement faire disparaître les pratiques actuelles en matière de cession de droits territoriaux. Donc, voilà, c'est un fait que je voulais simplement vous présenter. Ça m'amène à vous parler des enjeux actuels et futurs en matière de livres numériques et de droits territoriaux. D'abord, j'aborderai l'enjeu des délais de mise en vente lors d'une cession de droits territoriaux. C'est un enjeu qui est soulevé dans l'étude de M. O'Leary de façon très documentée. Et je souhaitais la contextualiser par rapport à la situation des éditeurs francophones qui font de l'exportation. Cet enjeu des délais de mise en vente lors d'une cession de droit fait référence à la frustration qu'un consommateur peut avoir de voir un livre numérique disponible par exemple. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple à comprendre. Je suis à Bruxelles, je vais sur une plateforme Internet quelconque où on vend des livres numériques et je souhaite acheter le livre Arvida d'un éditeur québécois. Je fais toute la procédure pour l'acheter jusqu'à la fin où la plateforme me dit le livre n'est pas disponible en Belgique. Alors, ça peut être frustrant pour le consommateur de voir que le livre est disponible, ou en tout cas visible, si vous voulez, sur Internet, mais qu'il n'est pas disponible chez lui. Alors, ça peut amener aussi un peu d'incompréhension. Et donc, cette situation qui se crée chez le consommateur, cette frustration, a amené les éditeurs à identifier les délais de mise en vente de leurs partenaires étrangers comme étant un enjeu. C'est-à-dire que si les partenaires étrangers publient la version numérique en simultané partout à travers le monde, si vous voulez, ou à tout le moins dans l'ère linguistique, que ça réglerait le problème.
Ça m'amène, moi, à l'inverse, à vous parler de la vente extraterritoriale, c'est-à-dire que les détaillants en ligne, je crois d'ailleurs que c'était une question de l'un d'entre vous, je me demande si c'est pas M. Bouchard, qui soulevait la question, à l'effet que le fait de rendre disponible des ouvrages à l'étranger sur des plateformes, c'est-à-dire d'octroyer une licence à un éditeur dans un pays de même langue, est-ce que ça ne pourrait pas causer des ventes extraterritoriales? Et donc, est-ce qu'il ne pourrait pas arriver finalement qu'un client du Québec achète la version publiée par l'éditeur qui a fait l'objet d'une licence, disons, en France? Il y a deux enjeux ici. Il y a l'enjeu de la technique, c'est-à-dire que la plupart des sites en ligne offrent un outil de contrôle, à l'effet que si vous êtes en France, vous ne pouvez pas acheter un livre québécois si ce n'est pas permis par l'éditeur ou le distributeur, selon le cas. Et il y a aussi l'éditeur qui fait l'objet de la licence, son intégrité, son honnêteté. Alors, ça m'amène à vous dire que tous les éléments techniques existent pour contrôler ce genre de situation. Et il est je cherche le mot, il est de la responsabilité de l'éditeur qui fait l'objet de la licence dans le pays étranger de s'assurer que les livres qui sont mis en disponibilité sur les plateformes de son territoire respectent les aspects territoriaux de la licence. C'est pas très compliqué à faire. Plusieurs d'entre vous savent déjà, j'imagine, comment le faire. Mais donc, je pense que l'enjeu, il est davantage sur l'intégrité et l'honnêteté du partenaire que vous avez, avec qui vous avez une relation. L'enjeu des délais a amené aussi a amené les gens à discuter de piratage parce que il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré là, que le piratage d'un livre électronique, il ne se fait la plupart du temps que devant l'indisponibilité d'un livre. Et donc, le client qui souhaite faire l'achat d'un livre, peu importe lequel, et qui se retrouve devant l'impossibilité de se le procurer, ce sont généralement ces gens qui vont pirater et donc se faire une copie, si vous voulez, du livre numérique à l'aide de multiples outils, là, des captures d'écran, ou enfin, tout est possible. Oui, évidemment, la question de l'enjeu des délais de mise en vente fait aussi appel à une éventuelle perte de vente, c'est-à-dire que plus l'éditeur étranger prend du temps à mettre en vente son édition numérique, plus ça prend du temps à la vendre, moins il peut profiter du fameux buzz, excusez l'anglicisme, ou le terme anglais en fait, le fameux buzz de publicité et de promotion. Ce sont les mêmes enjeux finalement que pour une édition papier. Lorsqu'on signe une entente une licence à l'étranger, que ce soit pour l'édition papier ou pour l'édition numérique, on souhaite que la mise en vente se fasse le plus rapidement possible. Alors, c'est un enjeu qui est soulevé. Tout cet enjeu de délai a amené les éditeurs à considérer la possibilité de publier en numérique d'abord et en papier ensuite. C'est un enjeu qui a été soulevé. Moi, je n'ai pas eu de réflexion par rapport à ça. Je vous invite à avoir une réflexion. Moi, je vais faire de même. Mais je suis sous l'impression que ce ne serait pas une bonne stratégie. Alors, on continue, toujours dans les enjeux actuels et futurs. La portée mondiale des plateformes. Je note ici une réalité, je pose la question, est-ce une réalité purement anglophone? Si on faisait un petit sondage aujourd'hui parmi les participants du webinaire, il serait fort probable que la majorité d'entre vous déclaraient effectuer ses achats en livres numériques ailleurs que sur l'une des grandes plateformes. Et cela, à mon avis,
vient du fait que ces plateformes ne sont pas véritablement bien installées ailleurs que dans les marchés anglophones. Si vous allez sur Kobo, moi je les aime bien, hein, j'ai acheté un Kobo Glow, j'adore leur technologie, mais malheureusement leur site, sur leur site, l'offre de livres numériques est pauvre. Elle est également disons, moins bien présentée. Sur Amazon, elle est un peu plus variée, mais souvent, c'est les livres anglophones qui sont amenés en premier plan. Enfin, vous voyez, alors que si vous allez sur les plateformes locales, donc Rue des Libraires, la plateforme collective, ou celle des chaînes telles que Archambault ou Renaud-Bré, vous avez une offre qui est beaucoup plus diversifiée, qui est beaucoup plus organisée, qui reflète la culture locale, qui reflète le marché et les intérêts et les goûts des consommateurs. Et donc, je crois que la portée mondiale des plateformes, à mon sens, aujourd'hui, est une réalité qui est effectivement purement anglophone. Grand bien nous fasse, parce que ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Il y a une multiplication des plateformes locales et nationales. Bon, au Québec, là, je les ai nommées tout à l'heure, mais c'est la même réalité en Europe, dans la majorité des pays, qu'on soit en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France. Les plateformes de vente de livres numériques se multiplient. Dans certains cas, ce sont des associations de libraires dans une région. Dans certains autres cas, ce sont des collectifs d'éditeurs. Dans d'autres cas, ce sont des distributeurs. Enfin, il y a vraiment une multiplication de plateformes qui ont un ancrage local, national et qui répliquent souvent le réseau de détaillants pour les éditions imprimées. Ça vient ici compléter le point, la portée mondiale des plateformes que j'abordais tout à l'heure. On voit émerger plusieurs plateformes locales et nationales, ce qui vient concurrencer et compliquer l'implantation des méga-plateformes. La fixation du prix du livre électronique, c'est un enjeu partout dans le monde, avec tous les débats légaux notamment là, qui se déroulent aux États-Unis, la réplique des politiques de prix réglementés en France notamment, et l'arrimage de ces nouvelles politiques aux règles internationales. En France, ils ont une certaine problématique avec la Commission européenne. Ici au Québec, si la question se posait, on aurait probablement des réflexions à avoir par rapport à nos accords internationaux. Enfin bref, la fixation du prix du livre électronique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique au sens de protection de marché. Et d'autant plus, je le notais ici là, dans la présentation, elle n'est possible seulement si la version papier est effectivement disponible dans le marché usé. Parce que la tendance, elle est basée sur, c'est-à-dire qu'on fixe le prix du livre numérique par rapport au prix de son édition papier. Je le disais tout à l'heure, on est à peu près à 25% de rabais par rapport à l'édition papier au Québec. On est davantage à plus de 50% dans les marchés anglophones. On est à peu près à 15% de rabais en Allemagne. Mais ce calcul, cette méthode de fixation de prix, elle n'est possible que si la version papier n'est disponible. C'est important de garder ça en tête parce que quand on va arriver dans les modèles, dans les façons de faire pour la cession des droits internationaux, des droits, territoriaux, ce sera à considérer. J'en ai parlé tout à l'heure, le format du livre électronique, son interopérabilité, c'est un enjeu très important, notamment au regard de la mondialisation du livre numérique ou de son exploitation à l'international. Le développement de l'offre de livres numériques, c'est aussi une problématique, surtout dans les pays hors anglophones. Le Québec, enfin le marché français, francophone plutôt, est un exemple type. Oui, un exemple type. Il y a, on le regardait tout à l'heure dans les statistiques, là, on était à peu près à 10% de l'offre en édition papier.
Alors, moi, en tout cas, en tant que consommateur, ce qui m'intéresse en termes de livres, c'est la diversité, c'est la variété. Lorsque je choisis une librairie, c'est en fonction de ces critères-là. C'est la même chose lorsque j'achète des livres numériques. Je cherche une variété, je cherche une diversité telle que je pourrais avoir du choix. Et donc, le développement de l'offre de livres numériques est un enjeu très actuel dans les pays non anglophones. Voilà, nous arrivons donc au quart de notre présentation, ou en tout cas à la section qui probablement vous intéressera particulièrement, c'est-à-dire les options qui s'offrent à vous pour céder des droits territoriaux à l'ère du numérique. J'en ai identifié 3. Il y en a certainement d'autres, mais ça m'apparaissait 3 options les plus collées aux réalités du marché d'aujourd'hui. La première, sans surprise, c'est la réplique du modèle de l'imprimé et donc la vente par territoire, le plus souvent arbitraire. Je le disais tout à l'heure, soit on vend à l'aide de territoires linguistiques, c'est-à-dire qu'on octroie des licences mondiales dans une langue donnée, ou on y va par pays. Alors, la première option, c'est la réplique du modèle imprimé. Celle-ci, évidemment, ramène l'enjeu des délais dont on a discuté tout à l'heure. J'en reparlerai pas, sauf pour dire peut-être que est-ce un véritable enjeu pour tous les types. C'est-à-dire, on ne publie pas des best-sellers on ne publie pas que des best-sellers, devrais-je dire. Et donc, la plupart des titres que les éditeurs publient ne font pas l'objet d'une attente incessante de tous les consommateurs dans un autre marché. Je ne crois pas que ce soit un enjeu véritable aujourd'hui, sauf si, effectivement, vous êtes celui qui publiait 50 nuances de brun, hein? Pour ne pas le nommer. Donc, l'enjeu des délais, à mon sens, n'est pas véritable, en tout cas aujourd'hui. Ce que ça soulève aussi, lorsqu'on réplique le modèle de l'imprimé, on a les mêmes problèmes qu'avec l'imprimé, effectivement. Et donc, les micro-marchés ne sont pas atteints. J'ai pris en note un exemple. Lorsqu'on cède des droits territoriaux, par exemple les droits anglais aux États-Unis et au Canada, les partenaires locaux ne peuvent pas exploiter l'œuvre dans une autre langue, alors que les marchés actuels sont de plus en plus multiculturels. Vous savez, il y a plus de 11 millions de francophones aux États-Unis. Quand on cède des droits à un éditeur des États-Unis ou du Canada, qui couvre les 2 marchés, généralement, il ne peut pas exploiter l'œuvre cédée dans une autre langue que la langue anglaise. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et le modèle de l'imprimé ne permettait surtout pas ça, compte tenu des investissements en impression. Maintenant, avec le numérique, avec l'émergence du numérique, la question se pose. Et je vais l'aborder à la fin de la séance. Est-ce qu'on ne devrait pas céder une licence pour l'exploitation de l'œuvre en toute langue et en tout format? La question se pose. Mais donc, si on réplique simplement le modèle de l'imprimé et qu'on vend par territoire arbitraire notre édition numérique, les micro-marchés ne seront pas atteints. L'enjeu de la vente à un partenaire qui exploitera les 2 formats, alors évidemment, trouver les bons partenaires qui vont publier vos œuvres dans des pays que vous visez, c'est déjà un défi. Trouver des partenaires qui vont publier vos œuvres au format papier et au format numérique et de façon convenable et de la façon d'une telle façon que ça permet d'atteindre vos objectifs de vente de livres numériques à l'étranger, c'est encore un défi plus grand. Particulièrement dans les pays où le livre numérique n'est pas tout à fait développé. Et donc, les pays hors langue anglophone, pour l'instant, sont plutôt peu développés. Alors, ça reste un enjeu de trouver un partenaire qui va vous donner un coup de pouce, autant pour l'édition papier que pour l'édition numérique. Il y a une cannibalisation possible des ventes nationales par le partenaire étranger. J'en parlais tout à l'heure.
je l'ai mis 2 fois dans la présentation pour être certain de le traiter. Et si M. Bouchard, finalement ne réponds pas à votre question, vous aurez le loisir de m'en poser davantage à la fin de la séance. Mais je rappelle donc qu'il y a l'enjeu technique et qu'il y a le choix du partenaire qui intervient ici. Si on veut s'assurer de ne pas faire l'objet de cannibalisation, je pense qu'il faut surtout bien choisir son partenaire. Et on peut également libeller dans notre contrat l'obligation de l'éditeur qui fait l'objet de la licence de s'assurer que les détaillants en ligne avec qui il fait affaire offrent effectivement et respectent le contrôle de la licence et donc du droit de vente dans un territoire donné. La deuxième option de cession à l'ère du numérique est assez simple, c'est-à-dire qu'on retient les droits numériques et on les vend via un agrégateur. Ici, quand je parle d'agrégateur, c'est le mauvais terme, là. J'aurais dû dire les majors, mais comme c'est un terme anglophone, je ne voulais pas l'utiliser. Mais comprenez, quand je parle ici, là, dans cette page-là, je parle d'Apple, Kobo, Google, Amazon, là, je parle des majors. Et donc, vous ne céderiez pas vos droits numériques à vos partenaires qui travaillent déjà les éditions papier. Vous choisiriez plutôt de conserver les droits numériques et de rendre disponibles vos œuvres via les plateformes des majors. Cette situation est un peu à la manière des droits au format poche, mais en simultané à l'édition papier. Imaginez aujourd'hui que vous vendiez les droits de l'édition papier de votre nouveau roman à un éditeur en Allemagne et que, en simultané, vous vendiez les droits de publication de la même œuvre en Allemagne, mais au format poche, mais à un autre éditeur. C'est une situation qui, certainement, serait pour le moins délicate pour les deux partenaires en Allemagne. Pour moi, le fait de retenir les droits et de les vendre, de les rendre disponibles dans un marché où on vient de signer une entente avec un éditeur papier, pour l'édition papier, c'est-à-dire, ça m'apparaît délicat. Voilà, je l'avais noté pour insister là-dessus. La réaction du partenaire local publiant l'édition papier pourrait être de tout genre. Il y a l'enjeu de la promotion du titre. Vous savez, toutes ces plateformes là, sur Apple, Kobo, Google, Amazon, il y a une telle variété de titres majoritairement anglophones, vous me direz, mais quand même une telle variété de titres que l'enjeu de ce qu'on appelle en anglais le discoverability, c'est-à-dire l'enjeu de la découverte de votre titre sur la plateforme, il est très grand. Il faut être un expert. Il faut bien comprendre, en fait, tout l'aspect des métadonnées. D'ailleurs, ça m'amène tout de suite à parler des métadonnées. Il faut bien comprendre comment fonctionnent les métadonnées, comment fonctionne chacun des systèmes. Le système Google, comment il fonctionne pour que mon livre soit découvert, si vous voulez, découvert par le consommateur, par différents mots-clés, par différentes associations de mots-clés, etc. Et comment fonctionne l'autre système, comment fonctionne celui de Kobo. Tout ça dans l'objectif que votre livre numérique ne se ramasse pas si vous voulez, au 102 544e rang lors d'une recherche par un consommateur. Ça demande donc une connaissance de ces outils-là. Évidemment, la problématique de la fixation du prix au format numérique versus la version papier qui est exploitée par votre partenaire local, ça devient ici aussi un problème. Et enfin, quand on décide de vendre une édition sur les marchés internationaux, ici, là, si on utilise Google pour la rendre disponible partout où Google est implanté, ou Amazon, peu importe, l'enjeu de la localisation des contenus se pose. Hein, je veux dire, si vous faites de l'album jeunesse, ça va faire rire Barbara.
vous faites des albums jeunesse et puis vous mettez des mitaines partout, ben en France, vous ne vendrez pas beaucoup de mitaines, hein, c'est plutôt des moufles. Alors, l'enjeu de la localisation des contenus est très important quand vient le temps de choisir une stratégie d'exportation. Alors, si on décide de retenir les droits numériques et de les vendre partout à travers le monde via les agrégateurs, donc les majors, ben, il faut savoir qu'on devra nous-mêmes localiser les contenus ou obtenir la permission d'utiliser la localisation ou traduction, évidemment, de notre partenaire de l'édition imprimée. Vous voyez un peu la situation? Alors, enfin, c'est quand même, ça donne tout de même une option, mais qui, à mon sens, aura peu d'élus. Alors, comme troisième option, vous avez celle de retenir les droits numériques et de les vendre directement aux acteurs locaux. C'est-à-dire que comme dans la deuxième option de cession, vous continuez vos opérations, vos activités de licence des éditions papier, et plutôt que de joindre l'édition numérique à votre partenaire local, vous retenez les droits numériques et vous décidez de les vendre vous-même directement aux acteurs locaux dans le marché local. Par exemple, je prends le marché français là, parce que c'est plus simple pour nous tous, là, on le connaît. Ça voudrait dire que vous cédez, par exemple, une licence de publication au format papier, aux éditions, disons, Lattès, et les droits numériques, vous les réservez et vous allez les rendre disponibles vous-même. Vous négociez avec la FNAC, vous négociez avec Chapitre, vous négociez avec l'association, enfin le syndicat des libraires et toutes les plateformes locales, nationales et régionales. C'est à ça que réfère l'option de cession numérique. Elle me fait penser voilà, je l'avais noté, l'équivalent d'exporter les livres au format papier. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la décision d'exporter un livre au format papier, on a évidemment des enjeux par rapport à la promotion du titre. C'est-à-dire qu'on doit prévoir des investissements pour la promotion de notre livre papier, dans ce cas-ci, mais ici numérique, donc pour la promotion du titre dans le marché local. Il y a l'enjeu de la connaissance du marché des acteurs locaux. Alors, ici, évidemment, on est tous un peu familiers avec celui de la France. On l'est peut-être un peu moins lorsqu'il est question de l'Autriche ou de la Pologne ou de la Scandinavie, ou enfin, vous voyez de ce dont il est question. Ça fait également référence à l'enjeu de la langue et de la culture. Si vous n'avez pas de partenaire pour l'édition papier dans le pays en question, vous devrez vous-même faire la traduction, vous assurer qu'elle est de bonne qualité, vous assurer que votre couverture, que votre titre, que les éléments graphiques respectent la culture régionale ou nationale. Enfin, ce sont les mêmes enjeux que si vous faisiez de l'exportation. Ici, évidemment, la question des ressources qui sont nécessaires versus les marges qui sont dégagées se pose, de la même façon qu'elle se pose lorsqu'on décide d'exporter des livres papier plutôt que de céder des licences. Et évidemment, les enjeux techniques, légaux, les enjeux de régulation nationale. Quand je parle de régulation, je parle de réglementation, de politique, de loi, de législation. Il faut les connaître, hein, il faut savoir les appliquer. Donc, vous voyez où je m'en viens, finalement, c'est que il y a peu d'options, finalement, parce que je considère que l'option 2 et l'option 3, de retenir les droits numériques pour les exploiter nous-mêmes, que ce soit via les grandes plateformes internationales que sont Kobo, Amazon, etc., ou que ce soit par l'exploitation du territoire local par nous-mêmes, ça représente des défis tels qu'il est peut-être préférable, dans certains cas, ou dans plusieurs cas, de céder la licence du livre numérique à son partenaire actuel. Ça m'amène à vous parler de quelques conclusions, quelques recommandations. Mais avant de le faire, je voudrais
J'aimerais vous présenter une citation que j'ai trouvée sur un site Internet qui, il me semble, en tout cas, exprime bien l'état d'esprit de certains consommateurs, mais également de certaines personnes qui sont extérieures à l'industrie par rapport à toute cette problématique là, de droits territoriaux à l'ère du numérique. Alors, je vous la lis en même temps que vous la lisez. Elle est en anglais. While this system, les droits territoriaux, may have made sense for the distribution of print works, especially the local distribution of print works via physical bookstores, it makes no sense for the distribution of e-books, where anyone, anywhere in the world may download a book from the same website. Je vous mets le lien. Vous pourrez d'ailleurs télécharger la présentation si ce n'est déjà fait et vous pourrez aller consulter le texte en entier. Alors, avant de conclure et de vous faire quelques recommandations, je voulais vous lire ça et vous poser la question je vous laisserai réfléchir là-dessus. Est-il véritablement souhaitable d'avoir une plateforme ou des méga plateformes où on peut se procurer tous les livres en toute langue et ce, à partir de n'importe où on soit dans le monde? La question soulève des enjeux de diversité, certainement, et de développement durable, en tout cas dans le domaine de l'édition. Passons maintenant aux conclusions un peu plus pragmatiques, devrais-je dire. Alors, la question principale du webinaire concernait... Est-ce que j'ai dépassé mon temps, moi? Non, ça va. Ça va? D'accord. Donc, la question principale du webinaire était la suivante. Les territoires et frontières traditionnelles demeurent-ils pertinents à l'ère du numérique? Alors, on a abordé les majors. Le fait que les majors nous portent à croire que nous sommes en mesure d'atteindre le monde par leur plateforme. Qu'en est-il vraiment? On en a parlé. Je vous dis qu'il y a une prolifération de plateformes locales et nationales, que ces méga plateformes là, que sont Amazon et compagnie sont véritablement bien installées dans le monde anglophone, mais ce n'est pas du tout le cas dans les pays hors en fait, d'autres langues, si vous voulez. Ensuite, l'écrit, donc la nature écrite du livre, par opposition à la musique ou à la vidéo, nécessite une adaptation ou en tout cas une localisation et ça complique cette mise en vente internationale, si vous voulez. Et donc, est-ce que les territoires, le fait de céder des licences sur nos livres numériques en répliquant le modèle de l'imprimé, c'est-à-dire en s'associant à des partenaires locaux qui connaissent leur marché, est-ce encore pertinent? Je dis oui, c'est très pertinent. Et je le dis au regard du fait que les plateformes qui nous laissent croire, qui nous portent à croire qu'on est en mesure d'atteindre le monde via ces plateformes, je crois que c'est une réalité anglophone. Si vous voulez céder des droits en anglais, c'est autre chose. Vous aurez évidemment le constat inverse. Gérer les droits numériques à la manière des droits au format poche, une réelle possibilité. On en a parlé tout à l'heure. Je crois que non. Je crois que les droits numériques doivent être cédés. C'est-à-dire que l'édition au format numérique, à mon sens, doit être rendue disponible au même moment que son édition papier. Ce faisant, je crois que l'édition papier et l'édition numérique doivent être exploitées par le même partenaire local. Les processus de régulation, donc de réglementation nationale, sont en développement et la tendance est à la réplication du modèle papier. Si vous voulez, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, mais grosso modo, en termes de distribution, en termes de commercialisation, en termes de production, en termes de réglementation, tout est à la réplique du modèle de l'imprimé. Alors imaginez-vous, si même les paliers gouvernementaux
modifient leur réglementation pour les adapter, ou en tout cas en répliquant, si vous voulez, la réalité du modèle papier au numérique. De toute évidence, je pense que nos façons de faire concernant la cession de droits territoriaux pour les éditions papier, à mon sens, devraient également être répliquées pour nos éditions au format numérique. Et donc, ça me ramène à vous reparler du dicton « Think globally, act locally ». Je pense qu'effectivement, ce dicton est encore tout à fait au goût du jour, en tout cas en ce qui a trait aux droits, aux licences dans le domaine de l'édition au format numérique. Ma position personnelle. Alors, c'est là où je ferai peut-être plus ce que vous pourriez appeler des recommandations. Vos partenaires étrangers actuels doivent être vos prospects dans le développement des ventes au format numérique. Un partenaire par pays, pour tous les formats. Et je pose la question en toute langue. Je pense, moi, que avec l'émergence du numérique, le partenaire avec lequel on décide de faire affaire sur un territoire précis devrait être le partenaire pour l'œuvre, non pour le format. Notamment en ce qui a trait à la multiplication des formats. Je veux dire, à un certain moment donné, on ne peut pas octroyer des licences à 12 éditeurs parce qu'on a 12 formats sur un même territoire. Je pense que la ligne éditoriale, le mariage des lignes éditoriales entre les partenaires est important. Je pense aussi que les investissements en promotion d'une œuvre sur un territoire sont tellement importants aujourd'hui que lorsqu'un éditeur les fait pour son édition imprimée, il doit en même temps en bénéficier pour son édition numérique. Chaque nation a ses façons de faire et ses acteurs locaux. Vos partenaires les connaissent. Think globally, act locally. C'est-à-dire que, imaginez-vous que vous êtes un éditeur polonais. Qui, entre vous, éditeurs polonais, et les éditions, disons, Dominique et compagnie, tiens, est le meilleur placé pour exploiter l'œuvre au Québec? La question ne se pose presque pas. Et bien, à l'inverse, si vous êtes un éditeur québécois et que vous voulez vendre votre œuvre en Pologne, qu'il soit numérique, poche, réédition ou édition originale, je pense que le meilleur partenaire pour l'exploiter, c'est l'éditeur polonais. Soyez flexible et assurez-vous d'un développement pérenne. C'est-à-dire que 20 années de partenariat avec un bon partenaire qui vous donne à peu près 2 000 $ par année, c'est davantage qu'un partenaire qui sera avec vous pendant 2 ans, qui vous donnera 10 000 $ par année et qui cessera de faire des affaires avec vous après coup. Je pense qu'il faut investir du temps dans le choix du partenaire et qu'il faut également envisager une relation à double sens, c'est-à-dire que les éditeurs avec qui vous faites affaire à l'étranger, qui achètent vos œuvres, qui les exploitent et qui vous représentent sur un territoire, seraient probablement d'autant plus proches de vous si vous étiez celui qui le représente dans votre propre marché. Effectuez une veille sur le plan technologique afin d'ajuster vos contrats aux nouvelles réalités techniques. Je pense notamment aux moyens de protection dont on a parlé tout à l'heure, ou également en termes de Digital Rights Management ou de DRM sociaux. Je pense notamment à la transnationalisation des plateformes, etc. Donc, faites une veille technologique, faites une veille commerciale sur les développements dans le domaine du livre numérique et ajustez vos ententes, vos contrats avec vos partenaires. Et en dernier lieu, je vous amène un cas fictif, mais qui a un certain potentiel que j'ai validé hier. J'ai fait cette présentation il y a évidemment quelques semaines, vous vous en douterez, mais je suis tombé sur un article de Bookseller hier qui venait corroborer ce que je m'apprête à vous dire. Imaginez un éditeur qui possède un réseau de partenaires dans une vingtaine de pays, une dizaine de langues. Il continue ses activités de cession de licences pour le format papier avec ses partenaires.
il décide de signer une entente de développement des ventes au format numérique avec chacun de ses 20 partenaires, et ça pour la vente de format numérique en toute langue sur les plateformes nationales, et ça en utilisant les traductions des autres partenaires. Ce qui veut dire que lorsque vous signez une entente avec l'éditeur polonais, votre éditeur polonais ne vendra pas seulement la version numérique en polonais, il vendra celle en français, celle en allemand, celle en chinois, etc., sur son territoire. Et évidemment, une mise en vente simultanée, c'est accessoire, mais je le notais comme ça. Et ça m'amène à vous parler de l'exemple que j'ai retrouvé dans The Bookseller hier. Sony a ouvert ou va ouvrir un magasin en ligne, si vous voulez. Là, si je vous lis le titre de l'article, Sony has opened an e-reader store in Germany, donc en Allemagne, selling digital titles in 8 different languages. The company, which currently sells its Sony Reader device in Germany, has hit the headlines in the UK for selling. Je passe. Donc, ça pour dire que le magasin Sony allemand va rendre disponible sur son site des versions numériques des livres en allemand, en anglais, en néerlandais, en espagnol, en catalan, en français, en italien et en polonais. Ça vient corroborer ce que l'espèce de cas fictif que je vous présente là. Je ne sais pas si ça sera une tendance ou si ça se réalisera dans le futur, mais j'ai l'impression que j'y travaillerai, ou en tout cas j'y réfléchirai, et j'aurai des discussions avec mes partenaires à cet effet-là. Voilà. J'espère que ça répond aux questions que vous aviez lors de votre inscription à ce webinaire.